Bonjour à tous. Format dynamique, on va tâcher de rester réveillé, et donc je vais y aller direct. Et à ce titre, le changement de paradigme que vous citez, c'est celui qui consiste tout simplement à dire que dans le fond, depuis l'entreprise que l'on connaît au XXe siècle, je ne vais pas remonter au calendrier, mais depuis cette entreprise-là, cette entreprise immuable qui se développe sur un mode immobile et en même temps florissant, ce modèle est terminé. On a vu éclore les entreprises citoyennes, celles qui, à la faveur notamment de la crise Enron, a vu émerger un certain nombre de nouvelles manières d'être dans le monde, c'est-à-dire de prendre des positions unilatérales au travers de chartes, au travers d'une meilleure gouvernance, de la prise en compte du développement durable. Vous vous souvenez des règles SOX, Sarbanes-Oxley. Et puis, petit à petit encore, on est passé à une autre phase. Et c'est cette phase-là dont il faut avoir conscience, à mon sens, c'est celle de l'entreprise-providence. En fait, la question se pose de savoir si l'entreprise désormais n'agit pas aux côtés de l'État pour gérer ce qu'on appelle l'intérêt général. Rappelons quelques points de repère. On a le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment, vous le vivez au quotidien dans vos entreprises, que l'entreprise est priée finalement de faire face aux défaillances de l'État-providence. On le sait, les finances publiques sont exsangues, le modèle social est néanmoins encore celui qu'on a créé en 1944. Et je rappelle pour info que le programme du Conseil national de la résistance s'appelait les Jours heureux, au terme duquel on a vu éclore la sécurité sociale, les nationalisations, le statut de la fonction publique. Et donc ce modèle-là est toujours celui qui s'applique aujourd'hui, dont on dit qu'il est exsangue. Mais malgré tout, les entreprises sont priées de financer ce que l'État ne peut plus, depuis la santé, en passant par la formation et l'intégration de toutes les diversités, dont on voit que l'État peine à faire face à ses obligations traditionnelles. Alors, on va même dans le must du must, avec cette fameuse RSE. Tout le monde en parle. Ça veut dire que l'entreprise se retrouve en fait à la place de l'État. Hein. L'État se décharge complètement, et avec en couche supplémentaire une sorte de gesticulation de nos politiques. Oui, on aime à dire qu'il s'agit d'une gesticulation normative. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État dans divers rapports en 2005 où l'on dit que les lois viennent à profusion. On le vit tous les jours dans notre métier, dans notre secteur. On finit un peu par être un peu dans le syndrome du lapin devant les phares face à toutes ces lois. Et vous qui êtes à la manœuvre de leur application dans l'entreprise, on s'aperçoit à quel point elles sont prégnantes. Et dans le fond, quand on regarde, parce que le problème, c'est le sens que l'on a ou que l'on met à la mise en œuvre de toutes ces législations successives. Et le sens, on comprend qu'au travers de l'acronyme de la RSE, de la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, l'acronyme n'est même pas encore stabilisé, on voit bien que le rôle de l'entreprise consiste à prendre en considération ce que l'on appelle toutes les parties prenantes, au titre desquelles, évidemment, il y a les salariés, on vient de le dire, au travers de cette notion d'entreprise-providence et de cette notion de prise en charge du salarié. Et en d'autres termes, l'article 1er de l'objet social de vos entreprises n'est pas uniquement ce que vous faites, ça c'était vrai au XXe siècle, mais c'est la prise en charge des personnes. Je n'ai même pas dit du personnel, j'ai dit des personnes. Et on le verra au travers d'un certain nombre d'éléments. Mais encore au travers de la RSE, il y a le mot environnement. Environnement, c'est donc la manière dont l'entreprise agit sur l'écosystème, que ce soit, j'allais dire, sur le territoire dans lequel il agit, ou plus largement dans le monde entier, puisque nous faisons, en plus, dans le cadre de ces mutations extraordinaires, nous faisons face à un décloisonnement des économies qui font qu'il n'y a plus de frontières et qu'à ce titre, l'entreprise, notamment les plus grandes, c'est vrai, s'engage sur une base, j'allais dire, mondiale, que ce soit le travail des enfants, que ce soit le respect de la paix dans le monde, le respect de la gestion des déchets, etc. Donc on voit bien qu'il y a une adhésion de plus en plus forte, et non seulement cela, mais une prise en compte beaucoup plus forte de l'entreprise au sein du monde qui l'entoure. Ce qui était l'apanage de l'État. Et la différence entre l'État et les entreprises, les plus grandes d'entre elles bien entendu, c'est qu'à leur différence, les entreprises n'ont pas de frontières, alors que l'État est enfermé dans un territoire. Et donc c'est intéressant de voir ce rapport de force qui est en train d'évoluer au gré de la notion de RSE. Alors vous le disiez, Emmanuel, on n'est plus dans les ressources humaines ou dans la gestion du personnel, mais carrément des personnes, avec des exemples. Absolument. On est dans la gestion des personnes. Parce que, vous voyez, je vais le prendre au travers, une seule anecdote, enfin en tout cas un exemple très prégnant. La notion
de santé au travail. La notion de santé au travail, pendant très longtemps, 19e, 20e, la santé, c'est la santé physique. Le fait de ne pas glisser dans l'escalier, le fait de porter des casques, des chaussures adaptées, et de sanctionner les employeurs qui contreviennent à ces obligations, c'est une chose. Mais désormais est venue éclore la notion très particulière, encore un acronyme, de RPS, risques psychosociaux, cette souffrance au travail dont on a vu émerger dans la presse en réalité la notion en 2005. En fait, j'ai essayé de trouver la date de l'émergence de cette notion qui aujourd'hui structure votre activité, structure vos relations avec les CHSCT et les personnels. Et cette notion de souffrance au travail, non seulement il faut la prendre en compte, la juguler et la calibrer pour l'atténuer, mais encore, le juge vous a imposé une obligation de sécurité de résultat, ce qui n'est pas écrit dans la loi. Ce qui veut dire une obligation de sécurité de résultat, que l'entreprise est désormais absolument responsable de la souffrance et des conséquences de la dite souffrance. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce sujet extrêmement complexe, c'est entendu, mais il vient illustrer l'idée qu'à partir du moment où je suis responsable, moi, entreprise, vous, DRH, de cette situation, cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, je crée les conditions d'une légère émission, me semble-t-il, dans la vie des gens. Parce que la souffrance au travail, exclusivement résultant du travail, on sait bien, et tous les psychiatres, psychologues, les savants qui connaissent ce dont on parle réellement, vous disent qu'évidemment, il y a une porosité évidente entre la vie privée et la vie au bureau. Mais il n'empêche que l'employeur est réputé responsable de l'événement et responsable financièrement. Confère ce que je disais sur les défaillances de l'État, de la prise en charge financière dans ce cadre-là. Et on voit bien que petit à petit, ce transfert s'est opéré. Alors, défaillance de l'État, vous le disiez, Emmanuel, et en même temps, on n'arrête pas de légiférer. Hein, on met des lois sur tout, et puis, ah ben oui, il faut licencier, l'entreprise va supprimer des emplois, mais qu'est-ce que c'est? Donc, les politiques agissent, on ne va pas citer de nom, mais on voit bien de qui on veut parler. La difficulté dans laquelle on se trouve, et de temps en temps, il faut essayer de non seulement comprendre, c'est ce qu'est votre cas, ce n'est pas la question, mais en tout cas de donner un sens. La loi la plus récente sur la question, qui est venue refonder notre droit du travail, notamment du licenciement, c'est cette loi que l'on appelle la loi de sécurisation de l'emploi, qui résulte elle-même de la négociation d'un ANI, d'un accord national interprofessionnel de janvier 2013, pose les jalons de nouvelles modalités de mise en œuvre des procédures de licenciement. Au-delà des nouvelles règles qui, encore une fois, veillent à vouloir protéger le salarié et de manière un peu contre-intuitive, on a le sentiment que l'empilement des procédures et des procédés finit par finalement accroître l'anxiété dont on sait que nos concitoyens sont parfaitement pétris. Au-delà de cet aspect-là, on est intéressé par le fait que cette loi nouvelle met au centre de son dispositif, dans un de ses centres de son dispositif, le fait de mettre en œuvre la mobilité. La mobilité au sein de l'entreprise, du groupe, la mobilité géographique, d'aider à permettre à l'entreprise de recouvrer cette agilité absolument essentielle dans le cadre de son adaptation au monde qui l'entoure. Eh bien, dans ce cadre-là, on a ces règles qui permettent de favoriser la mobilité, l'agilité, on fait des accords, on peut les faire, on va les appliquer, on va permettre PSA par exemple, et bien d'autres qui sont en train d'essayer de se forger sur les fonds baptismaux. Mais dans le même sens, dès lors que l'on indique, et vous observerez combien c'est paradoxal, dès lors que l'on indique qu'on ferme un site, on vient vous expliquer politiquement, ah non, ça c'est pas possible. Or, l'adaptation d'une entreprise, elle signifie aussi le fait de bouger les sites et de les réduire, les fermer, etc. Ça rentre dans la notion d'adaptation. Donc ce paradoxe veut qu'on a des règles qui encourent à la mobilité et en même temps on dit surtout pas, ne bougez pas. Et cette espèce de paradoxe dans lequel on se trouve est aussi, j'allais dire encore une fois, renforcé par le fait que non seulement on légifère une fois, mais on légifère une deuxième fois. Exemple, dans la loi de sécurisation pour l'emploi, il y a un dispositif sur la fermeture de site. Quand on ferme un site, il faut en consulter le personnel, le comité d'entreprise, on peut en discuter au tribunal de commerce, enfin, il y a un dispositif. Parfait. Que fait-on? Eh bien, on est en train de produire la loi dite Florange, maintenant là, sur la fermeture des sites rentables. Alors je passe sur la définition du site rentable, mais fondamentalement, non seulement on légifère, mais on refait une deuxième fois pour être sûr d'essayer d'avoir légiféré vraiment. Alors que fait l'entreprise par rapport à tout ça? Parce qu'on voit en même temps qu'il y a de formidables innovations. On parle de technologie, des rapports qui deviennent horizontaux, un mode projet, on n'est plus dans des hiérarchies classiques. Vous le disiez, Emmanuel, tout à l'heure, un monde de plus en plus globalisé.
Et les entreprises qui se retrouvent avec cette charge-là, comment être à la fois agile, dynamique et dans la compétitivité, justement, quand en plus il y a une véritable défiance du salarié vis-à-vis de l'entreprise? Alors, ce n'est pas tellement la défiance du salarié de l'entreprise, mais c'est la défiance du salarié dans le monde qui l'entoure. Et dans ce monde qui probablement, dont il est en train de faire le deuil, collectivement, nous faisons le deuil de ce monde englouti, mais nous n'avons pas encore véritablement pris les amarres dans le suivant. Et donc, l'entreprise, aujourd'hui, vit un moment absolument exceptionnel. On vit une époque formidable, de mutation formidable, ce qui veut dire que toutes les recettes du passé ont moins d'application, moins de sens aujourd'hui. Exemple, vous évoquiez les relations plus horizontales, ce qu'on appelle les entreprises de zéro, fondées sur les technologies qui permettent un mode beaucoup plus collaboratif et beaucoup plus à plat, ce qui vient avoir forcément une incidence sur notre appréciation du lien de subordination. Et Dieu sait qu'en France, ça a du sens, le lien de subordination. Le chef a toujours raison, enfin je passe là-dessus. Et dans le contrat, du coup. Et donc, du coup, dans le contrat de travail, on peut voir des modes collaboratifs beaucoup plus intéressants. Et c'est probablement nos jeunes générations qui comprennent beaucoup mieux l'enjeu de cela que, j'allais dire, nous autres, pardon, mais enfin nous autres, enfin moi en tout cas, nous avons été éduqués dans un mode et nos réflexes sont très différents. Donc ça vient perturber. L'entreprise, on a compris, est en charge d'un nombre considérable d'obligations qui se traduisent par des obligations financières, bien entendu, une prise en charge, comme je l'ai dit, de la santé, etc., de la formation, même initiale. Donc c'est en cela que c'est intéressant. Mais dans ce monde-là, néanmoins, on est en train de jouer une nouvelle partie. Et cette nouvelle partie, c'est vous qui en êtes à la manœuvre. Et je crois fondamentalement, malgré le poids ultra-tatillon des règles qui s'empilent les unes aux autres et qui sont fondamentalement fondées sur du process, on vous demande d'accomplir du process. Et je passe sur la prochaine base de données unique, où là, c'est littéralement presque Tchernobyl, où il faudra y passer 3 siècles à empiler des papiers pour être sûr d'être conforme à la loi. Ça, c'est clair, mais au-delà de ces aspects tatillons et qui n'ont pas un intérêt capital, en revanche, les marges de manœuvre sur ce que j'appelle l'expérimentation. Il ne s'agit pas de droit, oublions ce droit si possible, 2 minutes, c'est très compliqué, mais essayons d'expérimenter des nouvelles façons de voir le monde. Et il est possible dans ce cadre-là que les instances de représentation du personnel, qui sont un peu encore figées, on le sait, par un certain nombre on le voit avec le travail du dimanche, de sujets sur lesquels ils ont du mal à venir prendre une autre manière de voir les choses, mais il n'empêche que fondamentalement, la clé, c'est probablement de ne pas hésiter à expérimenter des tentatives de faire autre chose. Je ne peux pas dire mieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un aspect dans la vie des entreprises qui ne soit pas vaguement visé par une loi. Mais dans le fond, une fois qu'on dit c'est très compliqué, on ne comprend rien, et on voudrait nous comprendre à notre main ce que l'on est en train de faire, nous ensemble, direction et salariés, il est probable que l'on peut recréer de la cohésion sociale. C'est à ce prix-là que nous parviendrons à franchir le cap du XXIe siècle, qui n'est peut-être pas encore vraiment franchi du point de vue qui nous occupe, et d'aller vers des dispositifs plus adaptés, un peu plus compréhensibles et plus clairs pour les salariés. Alors on le voit, donc des opportunités pour les entreprises, des opportunités pour les collaborateurs, pour les acteurs et les actrices de la fonction RH, mais aussi, vous le disiez, parce qu'on a un agenda qui va être chargé, l'intérêt de rester dans les clous. Parce que si on n'est pas dans les clous, ça coûte de l'argent. Et quand on parle de compétitivité pour les entreprises, mieux vaut suivre le réglementaire et le légal, ou se faire accompagner pour le suivre à sa place. Oui, le problème auquel on est vraiment très confronté depuis une petite dizaine d'années, c'est l'émergence de ce que j'appelle, moi, le droit administratif du travail. Petite appellation affectueuse pour évoquer toutes les deadlines que vous ratez, le cas échéant, assorties de la sanction inexorable d'1% de masse salariale au hasard, qui vient sanctionner le fait de ne pas avoir fait le contrat de génération, de ne pas avoir fait l'égalité homme-femme, de ne pas avoir fait 1000 autres accords. De ne pas avoir rempli la déclaration. Ou de ne pas avoir. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans vos services? Il se passe probablement un dispositif de rite. On est dans le rite et dans le deadline. C'est notre gong, il nous reste 1 minute. J'ai 1 minute. Et donc, il est absolument vital d'essayer de donner, vous, du sens et de temps en temps reprendre de la hauteur pour dire, bon, tout ça est très bien, il faut processer, mouliner, etc. Mais mon objectif à moi, c'est de donner du sens et une direction à ce que l'on fait dans le cadre de cette nouvelle aventure. Bravo. Merci de plaider la cause des entreprises et de la cause et de la chose humaine dans l'entreprise, Emmanuel.